immobilier d'exception. C'est l'heure de votre rendez-vous Paris pétille. On va parler accessibilité à Paris et en Ile-de-France. Aujourd'hui avec notre invité, il sera à la Maison de la Chimie dans le 7e arrondissement de Paris pour parler de son parcours, de son expérience, mais aussi du dépassement de soi. On parle de Philippe Croizon, invité de Bonsoir Paris. Évidemment, vous connaissez Philippe Croizon. Regardez, c'est lui. Je vais commencer par un petit mot tout simple. Un mot tout bête. Un mot auquel j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans. Ce mot, c'est... Philippe Croizon qui est sur le plateau de Bonsoir Paris. Bonsoir Philippe. On est ravis de vous avoir ce soir sur BFM Paris en direct. Le rendez-vous est fixé le 2 avril prochain. Ce sera à 20h30 à la Maison de la Chimie. C'est dans le 7e. Et vous allez parler de vous. Ça s'appelle Tout est possible. Est-ce que ça résume votre vie? Ouais, ça résume vraiment toute ma vie. Je dirais que à chaque fois que j'ai mené une aventure, 99% des gens me disaient mais arrête de rêver. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Et on a montré aux 99% de pessimistes qu'il y avait 1% d'optimistes, c'est-à-dire que mon équipe et moi-même, et on a réalisé nos objectifs à chaque fois. Alors cette conférence, Tout est possible, hein, l'un des sujets que vous allez aborder, ce sont les difficultés rencontrées, c'est le nom d'un chapitre. Alors à Paris, les personnes à mobilité réduite sont souvent confrontées à ces difficultés. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est mon cas, bien sûr. Quand je viens à Paris, j'y suis assez souvent. Bon, après, il y a des choses qui sont pas mal. Par exemple, vous avez les taxis G7 Access. Ouais. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Quand je prends un taxi, par exemple, de 6h jusqu'à 8h le matin, là, c'est pas très jouable. Et après, le soir, de 17h jusqu'à 20h, c'est assez compliqué d'avoir un taxi. Mais après, vous avez d'autres formules qui sont des taxis... je me souviens plus comment ça s'appelle ce nom-là. Ah oui, PAM 75. Ouais. Ah oui, oui. Voilà, ça c'est une catastrophe totale. Hein. C'est des estafettes là. Bah ouais, c'est injouable. Ouais. Ça manque de flexibilité. Il faut réserver 48 heures à l'avance. Et puis c'est des heures fixes, mais c'est pas possible. Pour des gens qui sont actifs comme nous, c'est pas jouable. Est-ce que les choses ont évolué? Vous qui venez régulièrement à Paris, est-ce que ces derniers mois, ces dernières années, vous avez vu la situation peut-être changer concernant l'accessibilité? Je me rends pas bien compte. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de travaux parce qu'il va y avoir Paris 2024, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est encore assez compliqué, ouais. C'est assez difficile. Il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai qu'on rêverait d'avoir le métro comme le métro londonien, mais ou alors les bus avec des rampes qui fonctionnent. Ça serait bien aussi. Et c'est pas le cas. Mais non, malheureusement, c'est pas le cas. Encore. Pas encore, non. Justement, vous abordez le sujet. On va découvrir ça en chiffres. Hein, vous en parlez très bien. Le réseau RATP, on a vu que seuls 3% de ce réseau est accessible, en effet, à ces personnes à mobilité réduite. Rien à voir, effectivement, vous l'avez dit, avec des grandes villes comme Londres, comme Barcelone ou comme Tokyo, beaucoup plus accessible que notre capitale. À Paris, en fait, si on voulait représenter ça, ça représenterait uniquement 9 stations accessibles. C'est un scandale, on peut le dire. Oui, on peut dire ça. On peut appeler ça un scandale si vous voulez, mais oui, c'est juste terrible, quoi. À un moment donné, il y a à la fois la colère, mais il y a surtout après derrière la tristesse. C'est de la tristesse de voir ces résultats-là, de se dire on est le pays des droits de l'homme, on a tout inventé et on en est là encore aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap. Enfin, on nous appelle les personnes en situation de handicap, nous. Mais c'est pas nous qui sommes en situation de handicap, c'est notre société. Si notre société elle était adaptée, je serais plus une personne en situation de handicap. Je serais un citoyen comme tout le monde. Je pourrais me balader partout où je veux, quand je veux. Votre conférence s'appelle donc Tout est possible. Est-ce que vous évoquez ce sujet-là justement dans votre conférence? Alors ça va durer de longues minutes. Hein, oui, ça va être une conférence d'1h30. Ça va être un bon moment de partage. Ouais. Dans mes interventions, on pleure, on rit, on pleure, on rit. C'est vraiment, je le dis encore une fois, c'est du partage. Ouais. Dans mon intervention, j'explique à un endroit où quand j'ai relié les 5 continents à la nage, j'ai terminé par le détroit de Bering. J'arrive dans le petit village de Wells. On est à 100 km du cercle polaire. Là, il y a environ 150 Inuits qui vivent dans ce village. La maison commune est adaptée pour les personnes handicapées. L'école est adaptée pour les enfants handicapés. Même le petit bureau de poste est accessible. J'étais au bout du monde, j'étais plus une personne handicapée. Et pourtant, là-bas, vous savez combien il y avait de personnes handicapées dans le village? 0. Zéro personne handicapée dans le village. Mais c'est au bout du monde. C'est une autre mentalité. Est-ce qu'il n'y a pas la même mentalité ici à Paris, en Ile-de-France? Est-ce que cette mentalité, elle va arriver finalement? Malheureusement, la mentalité française sur les personnes handicapées, elle est totalement différente par rapport aux anglo-saxons. Les anglo-saxons, depuis la Première Guerre mondiale, même après la Deuxième et ainsi de suite, un blessé de guerre, c'est un héros, il faut tout faire pour lui. Malheureusement, chez nous, en France, un blessé de guerre, il a fallu le cacher. On les a mis dans les sanatoriums. Le handicap n'a jamais été confronté au monde extérieur. Les personnes
dites en situation de valide n'ont jamais été confrontés au handicap, sauf depuis la loi de 2005 où on a vraiment fait évoluer les mentalités. Donc c'est un retard à rattraper. Ah mais un retard phénoménal, c'est plus qu'un retard, c'est un gouffre, c'est atroce. On a une carte à vous montrer, elle avait été imaginée par APF. Faut-il passer par une genre d'opération de communication? On voit l'ensemble du plan de Paris énorme. Et il ne s'agit qu'une ligne accessible aux personnes à mobilité réduite. Complètement. Pour ceux qui connaissent Paris, franchement, en plus on est sur la chaîne BFM Paris, donc tout le monde connaît. Et quand on voit ce plan, on a envie de rigoler, quoi. On a envie de rire. Alors que c'est pas risible du tout, quoi. C'est affreux. Est-ce que selon vous, est-ce que vous espérez que ces prochaines années, alors la RATP dit que oui, qu'il y a de nombreuses infrastructures qui vont se mettre en place, mais est-ce que vous espérez à moyen terme que cette carte un jour devienne bien plus large? On imagine que oui. Quel est votre avis sur cela? Je l'espère d'ici 2024 normalement, non? Parce qu'il y a pas que les Jeux Olympiques. Ouais. Il y a les Jeux Paralympiques. Voilà. Alors justement, on y est. Mais est-ce qu'il faut attendre ce genre de grands rendez-vous pour pouvoir justement bénéficier de travaux? Parce que effectivement, tant mieux, ça va bénéficier aux personnes en situation de handicap. Mais si on n'avait pas eu ces JO, est-ce qu'on en serait là? Regardez Londres 2012. C'est ça qui a fait bien sûr, Londres 2012, ça a été juste extraordinaire, ça a tout changé. J'espère que Paris 2024 va tout changer, que ça va être un bouleversement et que, effectivement, moi j'aime à dire qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques, on a eu les Jeux Paralympiques, bien sûr. Donc il faut s'en occuper. Il faut prouver qu'on y arrive, qu'on est à la hauteur. Parce que la situation à Londres, elle a changé en quelques années. En quelques années, les travaux ont été colossales pour faire que Londres soit un succès extraordinaire. Et puis les Jeux Paralympiques de Londres ont été un bouleversement sur toute la planète. Ça a changé le regard des personnes handicapées dans le monde entier. Philippe Croizon, dans votre parcours, vous évoquez énormément Susanna, votre épouse, qui vous aide au quotidien. Quel rôle ont justement les aidants dans une vie quotidienne à Paris, par exemple? Mais c'est un rôle de fou. Enfin, c'est un rôle déjà d'amour. Parce qu'on ne devient pas aidant parce qu'on veut devenir aidant. C'est parce qu'en général, les aidants, c'est plutôt la famille. C'est parce qu'on aime la personne et on va la soutenir. Vous savez qu'un aidant a une expérience de vie de 15 ans de moins que quelqu'un de normal. Enfin, c'est juste parce qu'elle réfléchit pour deux, elle pense pour deux. Et effectivement, Susanna a sorti son livre il y a quelques jours qui s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. Et elle explique ce parcours à mes côtés. Et quand elle a écrit le livre, j'ai lu les pages, j'ai dit waouh. Je dis c'est moi ça. C'est moi qui excusez-moi, je vais dire un gros mot, c'est moi qui ai été un gros con comme ça à ce point-là. Elle m'a dit oui. Et voilà, son livre, ça a été un exutoire, ça lui a fait du bien de l'écrire. Donc effectivement, les aidants, c'est un rôle hyper important, mais malheureusement, là aussi, pas reconnu. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas, les aidants n'existent pas dans notre société. C'est incroyable, alors qu'il y en a à peu près 11 millions. D'un mot, en 2010, vous avez traversé la Manche à la nage. Dans quelques années à Paris, quelques années, Paris va recevoir les Jeux Paralympiques. Est-ce que c'est une bonne chose pour Paris? Donc, au point de vue d'accessibilité, oui, mais est-ce que c'est une bonne chose que les Jeux Paralympiques se passent en France pour une médiatisation peut-être de ces activités sportives, de ces athlètes aussi qui pendant plusieurs jours vont concourir devant le monde entier? Mais la médiatisation, elle existe déjà, franchement. Enfin, ça a eu une évolution. France Télévisions, au dernier Jeux Paralympiques, 100 heures de direct. Faut se rendre compte. Mais moi, ce que j'adore dans ces 100 heures de direct, c'est quand on compare par exemple aux 700 heures de direct des Jeux Olympiques et les 100 heures des Jeux Paralympiques, en termes de pourcentage, il y a plus d'audience sur les Jeux Paralympiques que sur les Jeux Olympiques. En termes de pourcentage, en termes de vues. C'est juste incroyable, c'est phénoménal. Ça veut dire que le grand public est prêt. Ceux qui ne sont pas prêts encore, malheureusement, c'est les grands patrons de chaîne, c'est ceux qui décident, qui disent que le handicap est anxiogène. Est-ce que j'ai une tête d'anxiogène? D'après vous? On ne peut pas dire ça, non. On peut pas dire ça du tout. Je ne pense pas que j'ai une tête d'anxiogène. Donc voilà, le changement, je pense qu'après Paris 2024, les Jeux Paralympiques vont encore être une révolution pour nous. On l'espère en tout cas. Si on a quelques secondes encore, en savoir un peu plus sur une situation un peu désagréable que vous avez pu vivre dans les transports, dans un TER Rouen-Paris. En 2017, vous avez dû montrer votre carte d'invalidité. Oui, c'est une vieille histoire, je m'en souviens très bien encore aujourd'hui. Un tweet que vous aviez publié à l'époque. Est-ce que le personnel de la RATP et de la SNCF a été assez formé? Est-ce que ça s'arrange? Mais c'est toujours pareil. Là, c'était le cas d'une seule personne. C'est une seule personne. C'est pas la réaction de la SNCF. C'est une personne qui a mal réagi par rapport à une personne handicapée. Peut-être qu'il était maladroit ou ainsi de suite. Moi, tout ce que je peux vous dire sur la SNCF, c'est qu'il y a une amélioration extraordinaire. Aujourd'hui, moi qui voyage, je fais à peu près entre 100 et 150 conférences à l'année. Donc je suis tout le temps dans les trains. Je suis en permanence dans les trains. Et je vous jure que l'accessibilité au train aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Très bien réalisé. Dans toutes les gares, à chaque fois que je me déplace, j'ai jamais eu un problème dans les gares pour pouvoir accéder au train et sortir du train. La conférence s'appelle Tout est possible, c'est le 2 avril prochain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Quel est votre prochain
de défis fous dont on parlera forcément dans Bonsoir Paris ces prochaines années. Cette conférence, c'est la première conférence ouverte au public. J'ai envie qu'il y ait des jeunes, j'ai envie de venez en famille. Vraiment, n'hésitez pas, c'est à 20h30, c'est 10 € l'entrée parce que c'est reversé après à l'association intégralement. Margot, exactement, intégralement. C'est juste parce que j'ai envie de partager avec les Parisiens, de vivre ce moment très très fort. Et mon prochain défi après cette conférence, je suis dans l'écriture d'un one-man show avec Jérémy Ferrari. Bien sûr. Donc là, on est en écriture. Ça sera pour le printemps 2020 si tout va bien. À Paris. Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Bien sûr, je reviendrai.